Bienvenue sur le podcast Ensa et vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Catherine Legrand, économiste modélisateur pour la décision économique au sein de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une institution intégrée à la Banque de France, et NSAE Alumni Promotion 2021. Elle a accepté de revenir sur son parcours et plus particulièrement de partager son expérience à la BCE, à Eve Samani, élève ingénieur de première année admise après une prépa BL, et Emma Leguet, élève ingénieur de deuxième année, admise dans le cadre du double diplôme avec HEC. Bonne écoute. Pour rebondir par rapport à ce sujet du rôle de l'économiste, qui a un rôle important et qui a un rôle très complet également, quels conseils ou quelles remarques pourriez donner aux étudiants qui souhaiteraient s'orienter vers un métier d'économiste quantitatif? Quels sont les petits tips que vous pourriez donner à ces étudiants-là? Donc, bien sûr, je pense que le premier point le plus important, c'est d'être très, très compétent sur les mathématiques, l'informatique et également connaître très, très bien les théories économiques. Que tout cela ensemble. Je dirais également qu'il faut avoir une grande curiosité intellectuelle parce que justement, si vous voulez pouvoir travailler sur des sujets différents, faut pouvoir s'adapter rapidement et travailler sur des sujets assez pointus. Par exemple, quand j'ai rejoint mon équipe, je me suis refait toute la littérature qui existe par la Bank for International Settlement, la BIS, également liée à des documents sur tout l'historique de la modélisation pour, par exemple, la probabilité des défauts des entreprises. Dans cette historique, vous voyez justement quels étaient les avantages et inconvénients de certaines méthodes, quels étaient les manquements, et donc non seulement cela, mais également justement quelle est la spécificité de la question sur laquelle vous travaillez, de la donnée sur laquelle vous travaillez, si c'est des entreprises, si c'est des banques. Il y a tout cela, donc il faut être curieux parce que je pense que justement c'est très important de toujours être ouvert à apprendre des choses différentes et surtout les méthodes évoluent. Donc il va falloir pouvoir rester à jour pour pouvoir proposer. Voilà, pour moi, il a vraiment un rôle de conseiller. Donc pour pouvoir proposer des résultats, des méthodes ou des recommandations qui sont vraiment utiles pour les décideurs, il faut pouvoir rester à jour, s'adapter très rapidement à différentes méthodes. Par exemple, le machine learning maintenant est très utilisé de plus en plus en économie. Donc il faut pouvoir voir les dernières tendances, pouvoir s'adapter dessus. Je pense aussi, un point également pour moi très important, c'est l'humilité. Il y a plein de mathématiciens qui le reprennent et je trouve que c'est très très important parce que parfois vous ne le retrouvez pas chez certaines personnes. Mais en fait, vos modèles, en fait, ils sont jamais parfaits, ils reposent sur plein d'hypothèses. Et justement, je pense qu'il y a une grande force à pouvoir justement mettre en avant les forces mais également les inconvénients de ce qu'on a utilisé, en fait. Parce que, de toute façon, ça va revenir dans les questions de jury quand justement vous devez faire valider par un papier que vous voulez publier, par exemple. Mais aussi, on va parfois vous attaquer dessus. Mais au final, je trouve que c'est même mieux pour les personnes qui vont en prendre en compte les décisions et même pour l'économiste a aussi un rôle de vulgarisation et de faire en sorte que tous les agents, même qui ne sont pas spécialisés, puissent comprendre. Par exemple, à France Stratégie, ce que j'adorais, c'est qu'il y avait des parties prenantes de toutes les sphères. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des académiciens, mais il y a aussi des politiciens. Et il faut que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde puisse être sur le même point d'égalité sur quels sont les bénéfices et les inconvénients de ce qui est proposé, quelles sont les limites des avantages, des méthodes que vous avez utilisées. Sachant que pour une même question, il peut y avoir plusieurs méthodes, et des fois, vous n'avez pas le temps de tout intégrer. Donc voilà, il faut, je pense qu'être très clair dessus, c'est mieux en fait. Et c'est de reconnaître que chaque chose a ses inconvénients et ses limites. D'être ouvert surtout, parce que vous retrouvez souvent que certaines personnes ont choisi un camp, on va dire, d'une certaine théorie. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus à échanger et à voir justement qu'est-ce qui peut être mis en commun. Je pense que la discussion, en fait, et c'est quelque chose que, par exemple, ils avaient commencé à favoriser au département recherche pour montrer que justement, c'est pas quelque chose qui se fait tellement, en fait, mais qui est très, très important en économie, c'est que les gens interagissent entre eux, interagissent avec des gens de profils différents. Il y a travailler avec des personnes de profils différents, il y a toujours une grande richesse à cela. Ça permet d'aller beaucoup plus loin parce que non seulement vous perdez pas de temps sur des choses où une autre personne a de l'expertise et vous apportez votre expertise sur les sujets où vous êtes très, très compétent et au final, ça donne des choses bien meilleures. Et donc, pour ça, il faut également de l'humilité parce qu'il faut pouvoir reconnaître que vous n'êtes pas
une machine qui connaît et parfaitement tout et justement être ouvert aux autres et échanger. Échanger, je pense que c'est très très important. Pouvoir être souple en fait et voir si justement est-ce que vous voulez pas revoir les idées sur lesquelles vous étiez voilà, vraiment posé ou vous restez dessus, mais vous êtes ouvert à d'autres aspects. J'imagine aussi que quand on conseille des institutions aussi importantes que le cabinet du Premier ministre ou Christine Lagarde, enfin en tout cas le décisionnaire de la politique monétaire de l'Europe, il y a besoin de prudence et effectivement d'humilité, comme vous le dites très bien. Je me permets du coup de rebondir aussi là-dessus. Peut-être si vous aviez des conseils plus pratiques quand on est très intéressé par les institutions publiques, notamment les institutions plutôt internationales ou du moins européennes ou même ou tout simplement françaises. Comment est-ce que on peut se diriger, disons, efficacement vers ces grandes institutions à la suite de l'ENSAE? Vous aviez quelques petits conseils pour tous les étudiants qui vous écoutent. Alors peut-être deux points très différents. Premier point, c'est que actuellement, justement, les compétences quantitatives sont très, très recherchées. Le profil d'économiste quantitatif est très recherché. Donc, il faut vraiment mettre en avant ce que vous connaissez et vraiment, en fait, montrer que vous maîtrisez. Donc, vraiment, pas être vague, en fait. Vraiment être dans la précision, que ce soit sur les méthodes, sur les algorithmes. Mon deuxième point, c'est que si vous allez pour des institutions internationales, et ça c'est quelque chose qui se pose surtout pour les étudiants français, en fait, c'est que à long terme, si vous voulez rester sur un poste de long terme, vous allez avoir un peu la barrière du PhD, donc de la thèse qui va arriver. C'est notamment ce qu'un économiste m'avait dit, en fait, que pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'économistes au final français à la BCE, c'est notamment pour les questions de carrière, puisqu'il y a cette question d'avoir une thèse quand vous voulez travailler sur... Ça me fait penser, Oui, pardon, désolée de vous couper, ça me fait penser que justement, et vous, enfin, si j'ai bien compris, vous n'avez pas de non. doctorat. Est-ce que vous avez fait le master spécialisé de l'ENSAE en ayant déjà en tête cette problématique du doctorat et en vous disant ça va être l'équivalent en termes de reconnaissance, de légitimité d'économistes, de statisticiennes, pardon, mais c'est plus court et c'est mieux formaté par rapport à ce que je veux? Ou est-ce que avant de faire le master spécialisé, vous n'aviez pas du tout conscience de cette problématique et vous auriez peut-être aimé qu'on vous la mentionne plus tôt? Est-ce que voilà, vous l'avez découvert plus tard, une fois à la BCE ou, enfin, voilà, ça fait déjà pas mal de questions. Je Non, alors pas du tout, oui, j'avais pas du tout conscience de cela. La seule raison pour laquelle je m'intéressais à la thèse, c'est parce que mes deux encadrants à France Stratégie avaient une thèse. Donc, ils m'en parlaient beaucoup, bien sûr. Donc, j'adorais la recherche, donc je m'étais dit, pourquoi pas rester dans l'académique? En fait, si je voulais faire une thèse, c'est parce que si je travaillais vraiment en université ou un labo de recherche en école. Et donc, non, c'était vraiment, j'en avais pas du tout conscience pour les institutions. C'est vraiment à la BCE que j'en ai pris conscience et également au travers d'un ami qui, du coup, lui avait eu cette barrière pour l'OCDE, puisque pour l'OCDE également, donc oui, et c'est une super institution, mais voilà, au bout de 3 4 ans, vous pouvez être bloqué à cause de la thèse, en fait. Généralement, pour le long terme, ils vont plutôt privilégier quelqu'un qui a une thèse. Ça va être la même chose pour... Il y a des super opportunités parfois Enfin, il y a certaines candidatures où automatiquement, il faut avoir une thèse. Et c'est vrai qu'à la BCE, les équipes qui m'intéressaient les plus, qui étaient les plus quantitatives, c'est vrai qu'on m'avait dit la thèse est très, très importante, en fait. Et même au niveau des banques privées, maintenant, pour les économistes, je le voyais moins avant, mais maintenant, je le vois beaucoup plus d'avoir une thèse en économie quand on voulait avoir un poste d'économétricien ou d'économiste, même en banque privée. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, comme je le disais, moi, je l'avais pas du tout. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que quand j'ai rejoint le département recherche, et pour moi, c'était purement apparemment de la recherche et sans penser qu'en fait, il fallait une thèse pour si je voulais travailler un jour dans ce département. Et les autres, en fait, et les étudiants d'autres pays avaient déjà
avaient déjà cela en tête, en fait, et avaient déjà en tête qu'après leur master, voilà, ils allaient faire les concours pour postuler aux universités américaines. C'est assez impressionnant parce que ils avaient, voilà, c'était déjà tout préparé et au final, les étudiants français, on était un peu, c'était un peu une découverte, cette question, en fait, vraiment de la nécessité de faire une thèse si on veut, même pas seulement le département recherche. C'est ça là, qui était intéressant, c'est que même les autres départements, les départements plus forecast, modélisation, il y a un autre département comme ça et même pour le département stabilité financière, au final, pour rester à long terme, et même le gradué de programme qu'ils ont, au final, c'est plutôt des gens qui ont une thèse, au final, qui sont gardés. Et Oui. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, c'est possible dans la tête des étudiants, dans nos têtes, de nous dire on peut tenter une thèse en ayant envie, par la suite, non pas de faire de la recherche pure et dure Ouais. académique, oui, mais de faire, de travailler dans les institutions, mais avec cette reconnaissance-là qu'apporte la thèse. Oui, oui, parce qu'en fait, les papiers que vous aurez publiés, ça va être un peu votre carte de visite, en fait. Donc, beaucoup, quand vous rencontrez un autre économiste, ça va être toujours la question de sur quoi tu as travaillé, quels sont les papiers que tu as publiés, dans quelle revue. Et donc, c'est un peu votre carte de visite. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu, surtout en économie, de plus en plus important, en fait. Donc, c'est vrai, oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé si, à long terme, vous voulez faire carrière hors de la France. Et justement, par rapport à ces Français qui se distinguent au niveau de la BCE par, finalement, par moins de thèses, euh, enfin, toi, pardon, d'un point de vue plus personnel ou même professionnel, qu'est-ce que ça Je a fait en fait? m'autorisais moins de pauses, justement, pour pouvoir être efficace, en fait, sur vraiment toutes les missions qui m'étaient accordées, parce que vous avez, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez un peu à prouver un peu plus que les autres, un peu plus que ceux qui sont, parce que du coup, il y a deux types de stagiaires. Il y a les stagiaires master ou même niveau inférieur, dépendant sur quel type de poste. Et vous avez les stagiaires thésards. Quand ils arrivent, ben, on va facilement leur donner, voilà, des choses assez pointues, très intéressantes et complexes. On va facilement leur faire confiance, en fait, pour certaines choses, parce que généralement, en plus, ils arrivent après leurs 2 premières années de cours, donc ils sont déjà en troisième, quatrième année. Généralement, quand vous faites une thèse, vous vous spécialisez vraiment sur un sujet très particulier. Donc, parfois, c'est vrai que pour certaines questions spécifiques, c'est vrai que pour quelqu'un qui a passé 3, 4 ans vraiment sur cette question-là, bien sûr, il y a une différence d'expertise, bien sûr. Quand même un avantage à avoir travaillé longtemps, Ouais. voilà, sur vraiment une même question. Donc c'est sûr, voilà, qu'il y a toujours une différence, mais alors qu'au final, certains des cours de 3A sont des cours qui sont enseignés seulement en thèse aux États-Unis. Donc c'est aussi la qualité voilà, de l'enseignement Oui, à l'ENSA. Ouais. exactement. Donc, C'est pas c'est mal, pour ça que hein? je dis que c'est très très important de montrer, de mettre en avant les connaissances, mais vraiment à un niveau détaillé. Parce que sinon, les employeurs qui ont des profils vraiment différents aux horizons n'ont pas forcément conscience de si à quel niveau vous êtes prêt, en fait, pour travailler sur certaines missions, sur quel type de mission ils vont pouvoir vous donner. Ça ne veut pas dire que, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'un master très quantitatif, ça veut pas dire que justement vous ne pouvez pas travailler sur des modèles très complexes et qui sont à la pointe de la recherche. Enfin, c'est surtout ça, en fait, que je voulais dire. Quand vous êtes en fin de master, des fois, on va moins vous faire confiance et donc il va falloir prouver. Donc cet effort ce fait de prouver, parfois, vous demandez un peu plus d'efforts. Donc c'est vrai que je dirais la différence, c'est peut-être que j'ai dû faire un peu plus d'efforts pour prouver justement que je pouvais très très bien être au même niveau. Et justement, on aurait encore vraiment beaucoup, beaucoup de questions, mais on ne veut pas vous prendre trop de temps non plus. Et donc, peut-être comme dernière question, un peu bonus, plaisir pour tous les étudiants comme nous qui sommes très intéressés par tous ces sujets. À votre avis, avec toute votre expérience et votre spécialisation, justement, quels sont les sujets brûlants actuels et peut-être futurs de la politique monétaire? Je ne sais pas, par exemple, l'intégration du changement climatique au modèle ou bien une meilleure justement connaissance des canaux de transmission. Enfin, en quelques mots seulement, hein, mais juste pour faire briller des étoiles dans les yeux de tous les étudiants qui vous écoutent. Oui, tout ce qui est climatique, c'est vraiment très actuel. Que, comme je disais, avec un hub qui vient de se former pour travailler vraiment sur l'intégration du climat et dans les modèles, dans les gros modèles justement économiques. Il y a également
Ah oui, je voulais parler des modèles Rank, par exemple, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont intéressés par les modèles structurels. Là, il y a par exemple aussi un hub qui vient de se créer dans le département recherche sur les modèles Rank, donc pour prendre en compte l'hétérogénéité des agents. Donc comme je disais, c'est toujours, en fait, il y a toujours plein de choses qui peuvent être développées à partir des modèles basiques. Aussi, chez ce qu'on appelle l'éconophysique, donc il y a aussi des groupes de chercheurs qui, eux, travaillent plutôt avec des modèles physiques pour prendre en compte l'interaction des agents et donc l'hétérogénéité des réponses. Plein de choses au niveau juste modélisation, au niveau même proposition de politique monétaire. Ça peut être aussi des travaux sur une meilleure interaction avec les politiques budgétaires. Ou voilà, il y a toujours besoin de plus d'enrichissement. Par exemple, comme je disais, la modélisation de marchés financiers plus globaux avec des agents qui n'étaient pas modélisés jusqu'à maintenant parce qu'il n'y avait pas forcément de données sur eux. Donc voilà, notamment tout ce qui est non bancaire. Comme je disais aussi, la contagion. Ça peut être également parce qu'au final, il y a beaucoup de modèles qui se basent sur distribution gaussienne, mais ça peut être justement, voilà, ça peut être vraiment sur du purement mathématique, d'enlever certaines hypothèses, voilà, et de permettre des choses un peu plus flexibles et un peu plus rattachées à la réalité. Par exemple, il y a déjà pas mal de personnes qui utilisaient l'inférence bayésienne, mais c'est vrai que par exemple à la BCE, c'est récemment que ça s'utilise de plus en plus. Donc, beaucoup de développement sur ce côté-là, pardon. Donc, il y a encore énormément de choses à faire. Et aussi, comme je disais, l'environnement change. Donc, il y a toujours beaucoup de propositions à faire au final, il faut toujours pouvoir se reposer les questions de est-ce que les fondements qu'on a maintenant, est-ce que les lignes, les directrices qu'on a maintenant, est-ce qu'elles s'adaptent toujours à nos problèmes de société actuels? Par exemple, il y avait des travaux qui avaient commencé justement sur l'impact de la politique monétaire sur les inégalités au niveau des revenus, mais au niveau homme-femme, toujours plein de choses. Je pense que Ils c'est sont en question permanente. voilà, exactement. Et de toujours pouvoir remettre en question et de pouvoir justement voir s'il n'y a pas quelque chose de plus adaptable et améliorer. Donc, il y a toujours besoin justement de personnes très intéressées par tous les développements qu'il y a et de... Donc, il y a du pain sur la planche et potentiellement beaucoup de Exactement. place pour plein d'NSAE Oui, intéressés exactement. par toutes ces questions-là. Merci beaucoup à Catherine Legrand pour ses conseils. Merci également à Eve Samani et Emma Leguet pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieurs ENSAE Paris, retrouvez-nous pour un prochain épisode ENSAE où. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!